Lutte kurde, ici et ailleurs, le podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lutte kurde. Aujourd'hui, nous recevons Sarah Marcha. Sarah Marcha, bonjour. Bonjour. Donc, initialement, je souhaitais te recevoir pour te parler de gynéologie, ou plutôt pour t'entendre parler de gynéologie. Et puis, en préparant cet épisode, j'ai pris connaissance d'un livre d'Abdullah Öcalan qui s'appelle « Libérer la vie, la révolution de la femme ». Et je dois dire que pourtant, en tant que féministe aguerrie, j'ai été extrêmement surprise, dans un sens plus que positif, par la radicalité de ses propos. Et comme justement nous approchons du 10 décembre, qui est la journée internationale des livres d'Abdullah Öcalan, dans le cadre de la campagne pour sa libération, puisqu'il est enfermé depuis plus de 20 ans par la Turquie sur l'île d'Imrali, je me suis dit que c'était une bonne idée de pouvoir prendre des extraits et des citations de son ouvrage « Libérer la vie, la révolution de la femme » et de te les faire commenter. Et pour les personnes qui ne connaissent pas Abdullah Öcalan, il est important de préciser que c'est le penseur et leader du projet de confédéralisme démocratique que beaucoup de personnes connaissent notamment par le biais du Rojava. Voilà, et auquel on a déjà dédié un épisode de Lutte kurde. Donc si vous ne connaissez pas ce concept de confédéralisme démocratique, on peut vous inviter à aller écouter l'épisode de Lutte kurde dédié à ce concept. Et si je peux me permettre, donc cette brochure, donc qui est disponible sur Internet, aux côtés d'autres brochures, en fait, sont des petits résumés, des compilations en fait de textes thématiques, donc là sur la question de la libération des femmes, d'Öcalan, mais qui sont en fait dans des ouvrages qui sont plus conséquents, qui sont en plusieurs volumes. On en a 3 déjà en français. C'est le manifeste pour une civilisation démocratique que j'invite aussi les auditeurs et auditrices à lire. Ce que je te propose, Sarah, c'est de te lire les extraits qui, moi, m'ont marqué, et puis que toi, tu puisses réagir à ces extraits. Alors, première citation. La différence biologique de la femme est utilisée comme justification à son asservissement. Tout son travail est appréhendé comme acquis, déconsidéré et appelé travail de femme. Sa présence dans l'espace public est dite interdite par la religion et moralement honteuse. Progressivement, elle est exclue de toutes les activités sociales les plus importantes, tandis que le pouvoir dominant des activités sociales, politiques et économiques est approprié par l'homme. La faiblesse de la femme s'institutionnalise et s'accentue. Ainsi, l'idée d'un sexe faible devient une croyance partagée. Est-ce que tu veux bien réagir à cette première citation, Sarah ? Alors cette citation, elle est fondamentale pour tout mouvement de libération des femmes, puisque c'est cette idée de dire qu'il n'y a rien qui justifie dans la nature, que ce soit pour des raisons biologiques, des raisons intellectuelles ou autres, l'oppression des hommes sur les femmes ou une possible supériorité des hommes sur les femmes, ce qui justifierait en fait la violence aussi qui est faite sur la moitié de l'humanité. Mais de dire que ce sont des hiérarchies et des rapports de domination qui sont socialement créés au sein des structures humaines. Et ce qui est extrêmement intéressant, je trouve, du coup, dans cette première citation d'Abdullah Öcalan, c'est cette fin où il dit que ça devient une croyance qui est partagée. Et c'est vraiment à ça que la force d'une oppression peut être mesurée, à savoir que même les personnes opprimées vont intégrer quelque part, de façon consciente ou inconsciente, le fait qu'elles sont inférieures. Exactement, ça devient des préjugés. Et on grandit, qu'on soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, on grandit avec ces préjugés et ça va délimiter aussi nos espaces d'action, ça va délimiter aussi nos possibilités d'échange et les relations qu'on va créer avec notre propre genre ou entre des genres différents. Et donc ça, c'est vraiment très très important de pouvoir montrer que derrière, il y a toute une histoire de construction de ces préjugés qui va évoluer au fil du temps. Et notamment, Abdullah Öcalan, dans sa pensée, va toujours revenir aux origines du patriarcat et montrer comment, à travers la mythologie, la religion, la philosophie, la science, l'art, puis ensuite tout le système, les structures politiques, sociales, eh bien, ces préjugés vont s'ancrer peu à peu dans la société.
Alors on va pouvoir passer à la seconde citation. En réalité, la société traite la femme non seulement comme un sexe biologiquement distinct, mais presque comme une race, une nation ou une classe séparée. La plus opprimée des races, des nations ou des classes. Aucune race, aucune classe, ni aucune nation n'est assujettie à un esclavage aussi systématique que la réduction au statut de femme au foyer. Alors, comme on a dit, si on revient aux origines du patriarcat, donc de savoir que la plus longue partie de l'histoire de l'humanité, en fait, le système patriarcal, c'est-à-dire on va dire l'autorité familiale qui est dans les mains du père et des droits en fait des hommes sur les femmes de leur famille, eh bien c'est quelque chose qui en fait est très récent dans l'histoire de notre humanité. Donc ça fait 5000 ans, mais si on pense l'humanité et le développement social de l'être humain comme un processus de millions d'années, eh bien on se rend compte que c'est pas une fatalité. Et mais par contre aussi, c'est important de comprendre, et c'est là aussi le fondamental dans la pensée d'Abdullah Öcalan et dans la manière aussi de trouver une alternative au système de domination, c'est de comprendre que tous les rapports justement d'oppression et de entre guillemets entre dominant et dominé, en fait, trouvent leur origine dans la construction d'une domination des hommes, de ce que Öcalan aussi appelle l'homme fort, contre la femme mère, donc qui était au centre de la société et donc qui était libre et qui pouvait vivre sans être, on va dire, sous le contrôle d'un père, d'un frère, d'un mari ou d'un État aussi, puisque l'État, en fait, est on va dire, la reproduction au niveau sociétal de ce système patriarcal qui va donc émerger. Il y a plus ou moins 5000 ans, en tout cas, qui va s'institutionnaliser en Mésopotamie et qui va ensuite, en tant que modèle, se répandre dans le monde. Et donc considérer la femme comme le premier groupe social colonisé, et de voir que malgré l'ensemble de la diversité et des différentes oppressions qui existent aujourd'hui, de différentes manières, en termes de classe, en termes de race, en termes de nation, en termes vraiment très diverses, eh bien de penser qu'en fait ce modèle d'oppression, il a été en fait, il puise ses bases, ses fondements dans l'avènement du patriarcat. Et donc aussi, comme les femmes sont présentes dans tous les groupes sociaux, elles sont aussi opprimées dans tous les groupes sociaux. C'est-à-dire que même si ça ne veut pas dire que partout, dans toutes les situations, une femme, encore une fois, dans son caractère biologique, sera forcément plus opprimée que les hommes, mais ça veut dire qu'en fait c'est une structure qui s'est construite et qui va devenir un modèle jusqu'à aujourd'hui, l'ère de la modernité capitaliste. Est-ce que c'est un terme que tu peux nous expliquer peut-être, puisque ça va revenir souvent? Qu'est-ce qu'on entend par l'ère de la modernité capitaliste? Alors, ce qu'on appelle la modernité capitaliste, c'est, on va dire, la temporalité dans laquelle on se trouve aujourd'hui, donc qui est au temps donc où le système capitaliste s'est institutionnalisé, où l'ensemble de l'économie, la politique et aussi les rapports sociaux vont être donc basés pour le profit, où la question du pouvoir va être liée au monopole aussi, de manière globale aujourd'hui. Et donc, quand on parle de modernité capitaliste, c'est aussi déjà pour parler de son alternative, et donc le projet d'Abdullah Öcalan qui parle de modernité démocratique. Merci. Alors, citation suivante. Tandis que le monde masculin était exalté et héroïsé, tout ce qui se rapportait au féminin fut dévalorisé, rabaissé et vilipendé.
Alors ça, on en reparlera très certainement quand on parlera de gynéologie, mais ce qui est très important, c'est que donc, comme je l'ai dit auparavant, le postulat d'Abdullah Öcalan, à travers les recherches archéologiques, historiques et aussi les analyses qui ont été faites par lui-même et par le mouvement de libération des femmes, donc de penser que donc si ce patriarcat n'a pas toujours existé, c'est-à-dire qu'il existait un autre système et donc la société et l'évolution en fait de la société, la création, on va dire, le développement de la sociabilité humaine, qui est quelque chose de magnifique en fait et qui fait qu'on est ce que l'on est aujourd'hui en tant qu'humanité. Eh bien, c'est développé grâce à un système de valeurs, qui avait été créé par donc les femmes mères, puisque à l'époque la société était organisée en clans. Et l'identité en fait était reliée non pas dans la famille patriarcale à la dynastie ou à la lignée des patriarches entre guillemets, mais à la lignée maternelle. Et donc ce système de valeurs, il a fallu à un moment donné qu'il soit renversé pour pouvoir établir un autre système. En sachant aussi que quand on parle donc de cette culture que nous on appelle la culture de la mère, c'est une culture de valeurs communales, de partage, de vie en communauté, mais aussi de développer en fait, de trouver toujours des solutions aux problèmes de la société, de pouvoir faire défendre la vie aussi, c'est-à-dire assurer la continuité de la vie, la protéger, alors que dans un système patriarcal, ça va être au contraire le monopole, l'accumulation des biens, du pouvoir, le contrôle de la société, le contrôle de l'intellect, le contrôle des corps, pour le contrôle de la nature aussi. Et donc ça c'est pour ça que pour pouvoir construire ce nouveau modèle de domination, il a fallu en fait renverser les valeurs qui venaient de la culture donc de la femme mère, autant de ce que nous on appelle la société naturelle, donc qui sont les sociétés pré-civilisationnelles, les sociétés pré-patriarcales on peut dire en langue française, je veux dire dans notre imaginaire, et qui donc vont devenir des valeurs, donc l'entraide, prendre soin, des tâches qui sont aussi de créer les conditions aussi au sein du foyer, mais pas que aussi dans les rapports sociaux aussi, et bien de les minimiser et d'en faire en fait non seulement d'en faire un travail qui n'est pas reconnu ou en tout cas qui est dévalorisé, mais aussi en fait si on regarde le système repose complètement sur ce type de travaux, alors qu'il est dévalorisé, et donc les femmes qui traditionnellement continuent de faire, qui ont été exclues du reste de la société et qui continuent de faire certains travaux, sont en fait le font de manière en fait à rendre possible ce système de domination, donc comme des travailleuses pas chères, voire esclaves. Moi, cette phrase, quand je l'ai lue, tandis que le monde masculin était exalté, héroïsé, tout ce qui se rapportait au féminin fut dévalorisé, rabaissé, vilipendé, ça m'a aussi fait penser à ce que les féministes appellent le double standard dans les cas de viol, où quand les deux personnes sont alcoolisées, donc en règle générale, c'est les hommes qui violent les femmes, même s'il y a des exceptions, hein, mais en tout cas, c'est le cas majoritaire, ou quand l'homme est alcoolisé, on va le prendre non pas comme une circonstance aggravante, ce que c'est en règle générale d'un point de vue purement juridique, mais comme quelque chose qui permet un petit peu de le dédouaner parce qu'il n'avait pas tout à fait conscience de ce qu'il faisait, tandis que la femme alcoolisée dans la même situation en tant que victime, on va considérer qu'elle ne s'est pas protégée, qu'elle s'est mise en situation de danger, etc. C'est-à-dire que même pour quelque chose qui est analogue, c'est-à-dire le fait de boire et de consommer de l'alcool, femmes et hommes ne vont pas être jugés de façon similaire. Oui, en fait, c'est ça, c'est tout le système structurel qui va être mis en place. C'est l'idée, en fait, de diviniser, en fait, la masculinité, la virilité. Ça, on le voit aussi au fur et à mesure de l'histoire, notamment à travers la mythologie, où on peut vraiment remarquer une transition, en fait, de l'ancienne culture communale vers un système patriarcal, et où, encore une fois, je parlais tout à l'heure de l'homme fort, c'est-à-dire que c'est la force physique, c'est l'homme dominant qui va être mis en avant,
différents, et alors que ces attributs en fait chez une femme vont être vus de manière non seulement négative, mais aussi où il va y avoir un rapport de valeur qui va être complètement différent. Et notamment aussi, et c'est là que c'est important aussi, parce que de la même manière, il faut faire attention, parce que quand on a tendance aussi à diviser cette question des hommes et des femmes et à catégoriser, en fait, on parle bien d'une mentalité et non pas, encore une fois, on ne limite pas cette définition à une question biologique, bien au contraire, mais de dire que ce système, c'est un système social qui s'est mis en place et qui a mis en avant certaines caractéristiques qui ne sont pas des caractéristiques qui participent à la liberté de la société ou à des rapports d'égalité, mais qui a mis en avant en fait des caractéristiques masculines qui sont en fait tout simplement néfastes pour les femmes et le reste de la société. On va pouvoir passer à la citation suivante. Pour que le système fonctionne, l'ensemble de la société doit être soumis au statut de femme au foyer. Le pouvoir est synonyme de masculinité. Ainsi, la soumission de la société au statut de femme au foyer est inévitable, car le pouvoir ne reconnaît pas les principes de liberté et d'égalité. S'il les reconnaissait, il ne pourrait exister. Le pouvoir et le sexisme partagent la même essence au sein de la société. Oui, alors encore une fois, si on revient aux origines du patriarcat, il faut bien comprendre que la société humaine, et les femmes surtout, n'ont pas besoin du patriarcat pour vivre, n'ont pas besoin de la domination des hommes ou d'un État aussi, parce que ça va ensemble, pour vivre. Par contre, le système patriarcal a bien entendu besoin de contrôler les femmes et avec elles aussi le reste de la société. Donc c'est très important aussi de voir de cette manière-là, puisque dans cette citation aussi, on voit à quel point cette neutralisation de la force des femmes, du pouvoir de pouvoir être on va dire maître d'elle-même et de pouvoir participer à l'ensemble de la vie sociale, politique, économique, spirituelle, scientifique de la société, le fait de la limiter aussi, ça va devenir une manière de pouvoir créer des structures qui vont limiter en même temps et contrôler le reste de la société, et de la même manière, donc le rôle, on va dire, du père, du patriarche dans la société patriarcale, eh bien c'est ce rôle que va jouer l'État envers toutes les autres classes ou groupes sociaux que l'on peut rencontrer. Moi, je l'ai aussi entendu comme le fait de laisser possible une forme de domination rend toutes les autres formes de domination possibles et légitimes. Alors bien sûr, et ça c'est aussi très très important, parce que à l'époque donc de la société naturelle, nous pensons très sincèrement qu'il était même impossible de penser aller à l'encontre de la société, parce que la société c'était le groupe, c'était comment dire, la survie aussi, mais pas dans un terme on va dire négatif, au contraire en fait, c'était quelque chose de très très positif, c'était la vie, c'était, et donc le fait de pouvoir ne serait-ce qu'un instant penser à pouvoir contrôler, à pouvoir dominer, qui va mener en fait aussi à toutes les formes de féminicide, de génocide ou même d'écocide, parce que c'est très lié aussi avec le rapport qu'on a, pas simplement en tant qu'être humain, mais aussi avec l'ensemble du vivant autour, eh bien ça va forcément changer en fait la manière de créer des relations entre êtres vivants qui partagent un même environnement, une vie en commun, etc. et qui va permettre de développer ce type de mentalité. On va avoir maintenant, j'annonce le nombre, 3 citations en lien avec la famille. Les problèmes les plus importants pour la liberté dans un contexte social sont donc la famille et le mariage. Lorsque la femme se marie, elle est en réalité réduite en esclavage. Il est impossible d'imaginer une institution plus esclavagiste que le mariage. Les formes d'esclavage les plus profondes sont établies par l'institution du mariage. Des formes d'esclavage qui prennent encore plus racine au sein de la famille. Il ne s'agit pas là d'évoquer la vie en commun ou des relations entre partenaires qui peuvent s'avérer pleines de sens en fonction de la perception que l'on a de la liberté et de l'égalité.
Nous parlons ici des formes classiques et bien enracinées de la famille et du mariage. La propriété absolue de la femme renvoie à son retrait de toutes les sphères politiques, intellectuelles, sociales et économiques, retrait suite auquel il leur est très difficile d'y revenir. Il est donc nécessaire de revoir de manière radicale la famille et le mariage et de développer des lignes directrices communes visant à la démocratie, la liberté et l'égalité entre les sexes. Alors oui, la question du mariage, c'est quelque chose qu'on aborde souvent, aussi en gynéologie et à travers bien sûr la pensée d'Abdullah Öcalan, parce que qui dit famille non patriarcale, que l'on peut définir comme matriarcale, mais ça veut absolument pas dire que ce sont les mères qui dominent sur la famille, le clan ou la société en général. Au contraire, c'est-à-dire que ce sont les mères qui en fait assurent la transmission de la vie, des savoirs et on va dire les biens communautaires en fait, communaux, et qui vont les transmettre donc de mère en fille, mais aussi donc avec leurs frères, avec leurs fils qui font partie aussi de ce système. Et donc à partir du moment où il y a aussi l'institution du mariage, c'est là où en fait les femmes vont commencer à devenir les propriétés des hommes. C'est là où la propriété privée aussi va commencer à s'établir et notamment la lignée des fils de mettre en avant, puisque ça se transmet plus, on va dire, de mère en fille, mais en fait pour le bien de la communauté, mais comme un bien accumulé pour le profit en fait d'une figure patriarcale. Et du père en fait, eh bien le fils va devenir plus important, et ça aussi ça va créer on va dire un statut qui va être rétrograde pour les jeunes filles et puis donc pour les femmes en général, qui vont devenir en fait les propriétés de leur père puis de leur mari. Donc le mariage, c'est vraiment une institution qui, dans l'histoire humaine, va lier les femmes, va les enfermer, et pas que les femmes, parce que aussi Abdullah Öcalan, encore une fois, il prend ça comme quelque chose de social, c'est-à-dire que quand on enferme les femmes, on enferme toute la société avec elles, et donc ça devient un système en fait qui empêche le vivre ensemble, qui empêche un système d'égalité et qui limite les relations sociales. Alors d'un autre côté, c'est qu'aujourd'hui on vit dans un système, notamment le système développé en Occident, donc cette modernité capitaliste qui a tendance en fait à vraiment réduire la famille à ce qu'on appelle la famille nucléaire, voire même à complètement en fait créer une impossibilité à cause de l'individualisme et de l'égoïsme et ou des problèmes sociaux qui existent de pouvoir même vivre ensemble, de pouvoir créer une forme de coexistence, et donc on arrive à une étape où en fait on est face à une forme d'atomisation complète de la société, où il n'y a plus que des individus qui se retrouvent donc seuls et donc aussi attachés en fait finalement au système, puisque l'être humain on ne peut pas vivre seul. Donc l'idée que va avoir Abdullah Öcalan, et je pense que ce sera peut-être une autre des citations, c'est l'idée de démocratiser la famille. Démocratiser la famille pour que cette première souche de l'humanité, c'est-à-dire l'endroit où on arrive au monde en fait, l'endroit, la première cellule sociale, soit une cellule qui en soi soit démocratique au sein du foyer, mais aussi dans la connexion que vont avoir les familles entre elles pour créer une vie communale, démocratique, d'égalité, auto-organisée aussi, et de pouvoir devenir en fait un modèle pour créer des individus démocratiques et libres. Et dans cette question de la démocratisation de la famille, bien entendu, le rôle des femmes, le rôle des mères est fondamental. Alors on va passer directement à la seconde citation en lien avec la famille. Le goulot d'étranglement créé au sein de la famille est encore plus refermé que celui existant au sein de l'État. Si la famille continue à maintenir sa force, par contraste aux autres formes de liens sociaux plus rapidement détricotés, c'est parce qu'elle est le seul abri social disponible. Nous ne devons pas minimiser l'importance de la famille. Précisément analysée, elle peut devenir le pilier de la société démocratique. Non seulement la femme, mais l'ensemble de la famille doivent être analysés comme cellules souches du pouvoir, faute de quoi nous priverons la civilisation démocratique, dans sa pratique comme dans son idéal, dans son élément le plus important.
Donc ça rejoint en fait ce que je venais de dire auparavant, c'est-à-dire que de penser que la famille est en soi telle qu'elle existe aujourd'hui dans les rapports de domination, elle est problématique, et notamment pour les femmes qui en subissent les pires conséquences, mais en fait pour tous les membres, puisque cette on va dire comme cet étouffement en fait il est partagé, et notamment aussi par les jeunes. C'est pour ça aussi il y a énormément dans l'histoire eu de mouvements de jeunes aussi qui ont critiqué ce rapport à patriarcal justement à la famille. Mais en même temps, de se dire que on peut pas encore une fois vivre seul, et qu'il nous faut créer des formes de vie ensemble, de coexistence, et que donc commencer à partir de la famille, c'est en fait déjà participer à la démocratisation de la société. Et aussi, c'est très important quand on parle d'un État dominant, d'un État hiérarchique, c'est de voir qu'en fait la famille patriarcale, elle s'est développée en même temps il y a 5000 ans au sein justement de cette transition de la société des mères vers une société des pères, et donc ça c'est en même temps que la société de classe et la société étatique a émergé. Donc pour pouvoir dépasser, on va dire, ces limitations et ces rapports d'inégalité, eh bien la démocratisation de la famille, c'est fondamental. Alors une dernière citation sur la famille. Bien qu'au Kurdistan, la famille soit considérée comme sacrée, celle-ci a été écrasée, notamment en raison du manque de liberté, de l'incapacité économique, du manque d'éducation et des problèmes sanitaires. Le phénomène des crimes d'honneur représente une revanche symbolique contre ce qu'a eu à subir l'ensemble de la société. La femme est ainsi forcée à payer l'oblitération de l'honneur de la société. La femme sert d'exécutoire à la perte de masculinité. En effet, l'honneur de la femme est le seul domaine où l'homme kurde, qui a perdu sa force à la fois morale et politique, peut affirmer son pouvoir, ou plutôt son impuissance. Dans les circonstances actuelles, la crise de la famille pourra éventuellement être résolue, à condition qu'intervienne une démocratisation générale de la société. Alors ça, bien sûr, c'est vrai pour la société kurde en particulier, donc qui est une société dont l'existence a été niée, qui a fait face à énormément de génocides, aussi de processus de colonisation, où en fait, d'une certaine façon aussi, donc l'oppression des femmes en fait va créer le système hiérarchique, le système de domination qui va devenir un modèle, mais aussi à l'inverse, donc les personnes qui vont être opprimées par ce modèle, ça va devenir en fait une forme de mentalité où on va devenir le dominé dominant aussi, quand on va se retrouver face à des groupes sociaux qui donc vont être encore plus vulnérables à cause du système justement. Mais si on regarde, en fait, c'est vrai partout. C'est aussi ce qui s'est passé par exemple pour les classes ouvrières, c'est ce qui se passe pour tous les groupes sociaux en fait qui sont opprimés, où ça devient une structure de pensée, où ça devient en fait une reproduction. Et donc quand on parle de démocratisation, c'est aussi à la fois se libérer, à la fois pour ne pas accepter la domination qui viendrait d'un autre groupe social que le nôtre, mais aussi de ne pas accepter que notre groupe social puisse dominer quelconque groupe humain. Et c'est pour ça que la libération de la femme et l'émancipation, en fait, elle est fondamentale, puisque comme on l'a dit aussi au début, les femmes sont présentes dans tous les groupes sociaux. Donc si à un moment donné, elles peuvent reprendre leur vie en main, connaître qui elles sont, pouvoir aussi donc être des moteurs, une avant-garde pour la démocratisation de leur société et la transformation des mentalités, eh bien ça va pouvoir permettre en fait de casser l'ensemble des oppressions. Alors c'est vrai que je te rejoins 100 fois sur le fait que ce n'est pas propre aux Kurdes et que ce qu'il décrit là existe partout. Néanmoins, là où moi j'ai trouvé ça intéressant, c'est que en tant que Kurde, il s'adresse aux Kurdes. Parce que quand on lit ce texte sans que quelqu'un soit cité de façon particulière, on se dit toujours que c'est les autres. Que nous, on a atteint un certain niveau d'émancipation, de considération pour les femmes, et que ce sont d'autres peuples qu'on considère comme plus arriérés que son propre peuple qui mettent encore en œuvre cette domination. Et du coup, je
trouve important que chaque pays se regarde en face et voit quelles sont les pratiques problématiques au sein de sa propre société. Et l'autre point que je trouvais intéressant, c'est que il a d'abord dit que l'homme cherche à affirmer son pouvoir, mais qu'en fait finalement, quand une personne dominée devient le dominant, tout ce qu'il fait, enfin tout ce qu'il traduit dans cette façon d'essayer de retourner la domination contre un autre être qui est effectivement encore plus vulnérable que lui-même, c'est de montrer son impuissance. Ouais, c'est ça. Et ce qui est aussi très particulier en fait pour les peuples qui sont face à des processus de génocide et à des processus aussi, on va dire d'extermination, c'est et Abdullah Öcalan dans d'autres passages va analyser ça aussi. C'est la question de la reproduction en fait, ou pour faire face justement à un génocide, c'est-à-dire à une extermination physique aussi. On va dire des moyens de défense, ça peut être donc aussi de mettre au monde en fait des enfants, ce qu'il va critiquer notamment en ce qui concerne son propre peuple, le peuple kurde, en disant que ça, en fait ça crée un asservissement double sur les femmes, cette pression, et qu'en fait pour pouvoir libérer le peuple kurde, c'est au contraire en libérant justement encore une fois les femmes, en auto-organisant la société, aussi en faisant face au génocide notamment culturel, justement aussi intellectuel, et de faire cette révolution intellectuelle qui permettra de changer les mentalités, de changer donc les structures aussi, les structures sociales. Alors, on va changer de sujet avec la citation suivante. L'objectif de la discrimination sexuelle est de priver les femmes de tout espoir de changement. Le meilleur mode de fonctionnement de l'idéologie sexiste est d'enfermer l'homme dans des rapports de force et de rendre la femme impuissante par des viols répétés. Oui, alors c'est ça aussi qui est très intéressant dans la pensée d'Öcalan, c'est que quand il fait une analyse du système de domination, du système patriarcal et du système étatique, c'est de montrer qu'en fait, c'est encore une fois aussi les hommes et notamment les jeunes qui depuis leur plus jeune âge en fait sont déjà confrontés à ces rapports de force déjà. Donc qu'est-ce que ça veut dire être un homme ? Qu'est-ce que ça veut dire de mettre la pression en fait sociale sur certaines caractéristiques comme on le disait au départ. Et donc tout ça crée bien entendu en fait une sorte de il faut soumettre en fait les hommes à ce nouveau régime, à cette nouvelle manière d'être. Et donc il y a ces rapports d'inégalité et de force, et bien sûr aussi ce rapport de force va contre les femmes être aussi se manifester par la culture du viol. Est-ce que tu sais en quelle année il a fait ces écrits-là ? Parce que moi, ce que je disais en propos introductif, c'est que moi j'ai trouvé ça extrêmement avant-gardiste. C'est vrai que MeToo, ça a 5 ans, et de parler comme ça de viol répété et de vraiment quelque part de désigner le viol comme une arme contre les femmes. Voilà, c'est quand même un discours. Alors je dis pas qu'il a émergé il y a 5 ans, hein, il était bien antérieur à cela, mais c'est vrai qu'il y a eu cette vague MeToo qui a été considérable, et je m'attendais pas nécessairement, si tu veux, à trouver ces propos-là dans les écrits d'un homme, et de des écrits qui sont quand même très antérieurs à la vague MeToo. Alors, ce qui est très très important de voir, c'est que déjà dès les premières années de développement du mouvement de libération kurde, Abdullah Öcalan va très très vite non seulement dire que le Kurdistan est une colonie, donc une colonie qu'il faut libérer, mais que à l'intérieur de cette colonie, en fait, la femme est la plus ancienne, le plus ancien groupe colonisé. Et donc ça, c'est dès le départ de penser que la libération de la terre, la libération du pays, la libération du peuple à travers la libération des femmes, que ce sera jamais complet sans la libération des femmes. Et en fait, petit à petit, notamment dès la fin des années 80 et tout au long des années 90, vraiment peu à peu, cette question de la libération des femmes va devenir non seulement de plus en plus importante au sein du mouvement de libération, mais aussi de plus en plus centrale, jusqu'à devenir, avec le confédéralisme démocratique dans les années 2000, et dans la pensée d'Öcalan et dans la structuration aussi du mouvement de libération et la proposition d'alternatives, donc à la modernité capitaliste, qui est donc la modernité démocratique, de mettre la question de la libération des femmes comme l'un des piliers
aux côtés de la démocratie et de l'écologie. Donc c'est quelque chose qui est très avant-gardiste, et il y a énormément de concepts dans la pensée du mouvement de libération qui ont été en fait le résultat d'analyse et de dialogue entre Öcalan et la société kurde, les femmes kurdes et les militants, les militantes du Parti des travailleurs du Kurdistan, qui a permis de faire une analyse de la situation sociale, du sexisme présent, pour pouvoir essayer de comprendre et d'amener des concepts théoriques qui vont pouvoir donner des perspectives pour dépasser ces rapports de domination. Donc il y a par exemple la théorie de la séparation, de dire que les femmes doivent se séparer, elles doivent rompre avec l'influence, justement, les préjugés patriarcaux sur elles-mêmes, mais aussi le fait d'être une propriété de leur père, de leur mari, de leur frère, et de pouvoir exister par elles-mêmes ensemble. Et aussi la question de tuer et transformer l'homme dominant, c'est-à-dire de dire l'émancipation des femmes, la libération des femmes ne pourra pas être complète sans qu'il y ait une transformation aussi de la mentalité des hommes, et d'aller chercher aussi les effets du patriarcat, et que les hommes aussi lutte contre cette mentalité que le système leur a inculquée depuis leur plus tendre enfance. Alors il se trouve que moi je suis engagée depuis plusieurs années, si ce n'est une décennie, dans le mouvement féministe, et une des premières associations que j'ai rejoint, c'était une association ce qu'on appelle en mixité choisie, c'est-à-dire sans hommes cisgenres. Et donc on avait nos réunions uniquement entre femmes, et je sentais qu'il y avait quelque chose d'extrêmement galvanisant, d'extrêmement porteur. Et puis un jour, il y a un homme qui a participé à la réunion parce que il faisait une thèse sur le groupe d'action féministe dont je faisais partie. Et en fait, ça a été fascinant à quel point ça a changé la dynamique. Ça veut dire qu'il a suffi d'un seul homme dans ce groupe de femmes pour que quelque part, que ce soit encore une fois conscient ou inconscient, on cherchait son aval. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment quelque chose où on attendait qu'ils nous disent que ce qu'on faisait était bien. Et je pense que vraiment, si on l'a pas vécu, on ne se rend pas compte à quel point, en fait, en tant que femme, on est dans un système patriarcal qui fait que on attend toujours du dominant une certaine forme de reconnaissance. Et ce n'est qu'en s'extrayant intégralement de ce regard-là qu'on peut vraiment en prendre conscience et réussir à veiller à ce que la valeur qu'on accorde à nos actes ne vienne que de nous-mêmes et pas du regard de la personne qui est en position de domination. Et c'est pour ça que grâce aux analyses en fait qui ont été faites par Öcalan et l'ensemble du mouvement de libération des femmes et du mouvement de libération du Kurdistan, l'importance a été donnée à la création des espaces autonomes de femmes et des structures. C'est-à-dire que au Kurdistan, jusqu'à aujourd'hui, la question de la libération des femmes, comme je l'ai dit, c'est stratégique, c'est à long terme, c'est pas juste pour un temps donné, c'est pas juste, on va dire, parce qu'il y a une situation, non, c'est pour vraiment transformer la société, et donc pouvoir permettre en fait aux femmes de se connaître elles-mêmes, de connaître aussi leurs forces, de connaître aussi leurs faiblesses, de pouvoir les analyser, de pouvoir les surmonter, de pouvoir créer aussi une autre manière de créer la vie en fait, de créer des relations, de s'aimer aussi entre femmes, et de pas chercher justement, comme tu disais, l'aval des hommes, ou même d'un quelconque pouvoir extérieur finalement, parce que c'est encore une fois pas une question, c'est une question de mentalité en fait. Peut-être ça peut être un homme, mais parfois c'est l'État, parfois c'est un groupe social, parfois c'est le docteur, la professeure, etc. Non, ça peut prendre plein de formes, et donc vraiment, et de le faire de manière collective, et en même temps mais par contre de ne pas séparer les femmes. C'est-à-dire que ces espaces autonomes aussi, en fait, donnent la force aux femmes d'aller travailler et d'aller vivre dans toutes les sphères, dans tous les territoires, dans dans tous les espaces sociaux, pour pouvoir, à travers cette énergie et cette radicalité aussi, pouvoir transformer l'ensemble de la société. Alors, citation suivante. Bien que la mise au monde et l'éducation des enfants soient les tâches les plus éreintantes, elles ne sont pas considérées comme porteuses de valeur, mais comme des inconvénients. En plus d'être une machine sans emploi et une porteuse et éleveuse d'enfants peu chère à acheter et n'occasionnant aucun frais d'utilisation, la femme peut aussi servir de bouc émissaire, coupable de tous les maux de la terre. Tout au long de l'histoire de la civilisation, elle s'est retrouvée placée au niveau zéro de la société, où elle accomplit son travail non payé, élève les enfants et maintient le ciment de la famille, des tâches qui forment la base véritable de l'accumulation capitaliste. Oui, alors ça c'est très intéressant aussi, c'est que
beaucoup de femmes qui, quand on commence peut-être à prendre conscience de la nécessité de la libération des genres, on pense que on voit l'histoire comme une ligne droite, comme si on était des éternels opprimés, et que aujourd'hui, en fait, on était plus avancés, plus développés, et que enfin, on se réveillait, et que les femmes luttaient pour leurs droits, pour leur indépendance, etc. Sauf qu'en fait, si on analyse la modernité capitaliste, et comme aussi d'autres chercheuses aussi l'ont très bien démontré, comme Silvia Federici et plein d'autres, c'est l'une des plus connues, mais plein d'autres, et notamment énormément de penseuses féministes aussi l'ont bien démontré, c'est qu'en fait, au temps de la modernité capitaliste, c'est le moment où le statut des femmes a été le plus bas dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Alors ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de patriarcat avant. Le patriarcat, c'est tout un processus en fait de dévalorisation progressive des femmes et d'exclusion de certaines tâches ou de certaines sphères de la société. Et donc si on revient à la société naturelle dont on parle tout le temps, mais pour nous c'est très très important et c'est fondamental dans la pensée d'Öcalan et dans la manière de penser autrement l'histoire et l'existence sociale en général, c'est de dire que en fait les femmes étaient tout. Elles étaient capables de tout et elles représentaient tout et elles étaient sacralisées aussi de cette manière-là. Alors il faut pas idéaliser, c'est-à-dire qu'elles avaient on va dire un pouvoir d'action au sein de la société qui était complet en termes de santé, en termes d'éducation, en termes politiques de régler les problèmes de la vie, en termes de justice, de régler les conflits, en termes d'organisation aussi de sociale en général, en termes d'art, etc., etc., et que peu à peu on leur a fermé les portes jusqu'à devenir non seulement en fait à tomber entre guillemets de l'espace du divin, c'est-à-dire que on voit très bien dans la mythologie qu'on passe de déesse par exemple, donc qui était la représentation du rôle social des femmes dans la société à l'époque, qui était donc un tout, à devenir peu à peu les subalternes des dieux masculins qui vont apparaître et qui vont peu à peu aussi ces déesses, en fait, qui représentent encore une fois, j'insiste, le statut des femmes dans la société, elles vont être démonisées, elles vont être dévalorisées, jusqu'à devenir en fait des êtres qui vont vivre en sous-sol. Donc là aussi, ça montre aussi comment est-ce on commence à les cacher, à les voir comme des êtres plutôt négatifs, etc. Et en fait, tout ça, ça fait partie d'une criminalisation et la chasse aux sorcières est le résultat aussi de toute cette histoire. Mais si on regarde aujourd'hui à l'époque capitaliste, on voit que les femmes sont juste réduites à être au foyer, à mettre au monde, elles sont considérées comme simplement biologiquement, elles sont réduites à une définition biologique pour mettre au monde les futurs soldats, les futurs travailleurs, les futurs esclaves. Et ou alors à être une main-d'œuvre très très précaire, peu chère, qui parfois est une main-d'œuvre salariée, mais aussi à la maison dans toutes les tâches du soin et de l'éducation des enfants, alors qu'autrefois c'était en fait le pilier de la société. Et donc au temps de la modernité capitaliste, et c'est pour ça que aujourd'hui l'une des définitions que donne aussi Öcalan du féminisme, en fait, c'est le soulèvement de la plus ancienne colonie, c'est-à-dire à un moment donné où en fait l'existence des femmes a été tellement attaquée, tellement réduite à un non-sens qu'il y a une volonté de mettre fin à cette oppression des femmes, et donc l'organisation, c'est pour ça aussi que d'après Öcalan, et c'est repris par l'ensemble du mouvement de libération des femmes au Kurdistan, de dire que le 21e siècle est un siècle de soulèvement des femmes et doit être le siècle de la révolution des femmes, c'est-à-dire de un retour à un système où les femmes sont les piliers de la société, où elles peuvent tout faire, où elles sont revalorisées et où elles peuvent s'auto-organiser et transformer leur réalité. Alors on va continuer avec 2 citations courtes toutes les deux et très percutantes. La première: ce n'est pas la femme mais l'homme qui refuse de se transformer. Abandonnant la figure du mâle dominant,
Il craint en effet de se retrouver dans la position du monarque déchu de son État. Il doit donc acquérir la conscience que cette forme vide de domination le prive également de liberté et, pire encore, bloque la réforme. Oui, donc ça revient avec ce que l'on a exprimé auparavant, c'est-à-dire que ce qui est aussi très important, c'est qu'on parle tout le temps de libération des femmes et que le patriarcat c'est un problème des femmes. Mais en fait, c'est pas un problème des femmes. Le patriarcat, c'est un problème de justement mentalité de l'homme dominant. Et donc et de l'influence de cette mentalité de l'homme dominant sur les femmes. Donc on a déjà parlé des préjugés, c'est-à-dire parfois de penser que ces inégalités, eh bien elles font partie de la nature sociale, que l'être humain est ainsi et qu'on pourra jamais rien changer, ou alors de se penser comme en tant que femme comme une personne eh bien faible, pas capable, ou qui pourra jamais égaler les hommes, ou alors à l'inverse de penser que l'homme et en fait la liberté. Non, ça c'est le, on va dire l'idéal libéral occidental de penser que l'homme il a tous les droits, c'est les droits de l'homme. Il faut essayer d'atteindre cet homme dominant, en fait le niveau qu'il a dans la société, alors qu'en fait c'est la partie, on va dire ce sont les caractéristiques les plus néfastes pour la société, de penser juste l'individualité, la propriété privée, encore une fois le monopole, le profit, etc. Et de penser qu'en fait tout ce système nous opprime toutes et tous, et que d'une certaine façon on reproduit toutes et tous aussi cette mentalité, et que si on veut rompre avec cela, il faut aussi considérer qu'en fait il faut que l'homme aussi puisse se libérer de cette mentalité dominante. Et Abdullah Öcalan dit que lui, il a tué l'homme dominant, mais pas une seule fois en fait. Il le tue 40 fois par jour. C'est-à-dire que c'est une lutte sociale. C'est pas parce qu'on a reçu une formation de féminisme ou qu'on a bien sûr qu'on a peut-être à la maison ou avec les femmes de sa famille ou ses amis, etc., ou sa petite copine ou sa fille, etc. C'est pas parce qu'un homme va partager les tâches de la vie quotidienne ou lui donner la possibilité de faire comme lui qu'en fait c'est ça l'égalité et c'est ça la liberté et c'est ça la démocratie. Non, on est en train de parler de vraiment un changement dans la manière de penser la relation au monde, et aussi la relation de tous les groupes sociaux, de la relation avec la nature. Et donc qu'à partir du moment où tous les êtres humains vont prendre conscience de comment est-ce que ce système patriarcal et dominant nous influence et comment est-ce qu'on peut s'en libérer, eh bien à ce moment-là, on pourra réellement aboutir à un changement radical de notre réalité. Alors je te rejoins évidemment sur ce constat que tu viens de faire sur la nécessité des hommes de changer. Néanmoins, j'ai quand même retenu une autre citation qui est plutôt une proposition faite aux femmes et qui peut un peu dérouter. La véritable libération de la femme n'est possible que si les émotions, les besoins et les désirs asservisseurs du mari, du père, de l'amant, du frère, de l'ami et du fils peuvent être éliminés. Alors oui, parce que d'un côté, alors parfois on a cette idée de penser que donc le problème du patriarcat c'est juste un problème entre guillemets d'inégalité entre les hommes et les femmes, ou d'un autre côté on peut penser que donc si on résout le problème des hommes, si on change les hommes, eh bien tout va changer. Mais en fait, il faut bien penser que cette influence du système, elle n'est pas juste, on va dire, structurelle ou matérielle, en fait. Elle est aussi mentale, elle est aussi dans nos émotions, dans nos désirs, dans qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Qu'est-ce qui nous attire, qu'est-ce qui nous attire pas, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Tout ça, c'est tout un ensemble, en fait, aussi de valeurs morales, de comment est-ce que 5000 ans de patriarcat, en fait, ça a infiltré, en fait, chaque cellule de
de notre corps, de notre esprit, de notre histoire aussi. C'est pas juste nous aujourd'hui, là maintenant. En fait, on a aussi en nous, on a tout le poids en fait social de milliers et milliers d'années de ce patriarcat qui a pris des formes différentes et des temporalités différentes dans les différents territoires du monde, mais qui est quand même très présent et qui s'est en tout cas mondialisé, on va dire. Donc il y a une influence sur chacun et chacune. Et donc en tant que femme aussi, essayer de comprendre que c'est une forme de colonisation en fait, cette mentalité, et que donc il faut pas simplement changer entre guillemets les structures, mais aussi changer notre manière de nous considérer, de se considérer au monde, et aussi de travailler sur la question des émotions et de bien historiser, sociologiser et politiser aussi ces émotions. Alors on arrive déjà à l'avant-dernière citation. Tandis que la bataille pour la liberté de la femme se déplace dans l'arène politique, les femmes doivent savoir qu'il s'agit là de l'aspect le plus difficile de la lutte. En l'absence de succès politique, aucun autre accomplissement ne saurait être durable. Le succès politique ne signifie pas nécessairement qu'il faille lancer un mouvement féminin de création d'État. Au contraire, cela signifie lutter contre les structures étatistes et hiérarchiques. Cela signifie la création de formations politiques ayant pour objectif de parvenir à une société démocratique, éco-compatible et promulguant l'égalité entre les sexes. Une société au sein de laquelle l'État ne serait plus l'élément moteur. La hiérarchie et l'étatisme étant difficilement compatibles avec la nature de la femme, un mouvement pour la liberté de la femme doit revendiquer des formations politiques non étatistes et anti-hiérarchiques. Alors ça, c'est aussi une citation qui est fondamentale on revient à la question aussi de l'autonomie des femmes, l'autonomie des peuples, un système sans État, c'est-à-dire un système sans hiérarchie, un système communal dans lequel tous les groupes sociaux pourraient vivre ensemble selon leur culture, leurs origines, leur territoire, leur langue, leurs croyances, mais bien entendu de manière démocratique, c'est-à-dire sans reproduire, donc aucune forme de domination. Et si on regarde aujourd'hui, comme on disait, dans toutes les formes d'oppression, il y a des femmes qui sont dans les groupes sociaux opprimés, mais aussi à l'inverse, le système essaye de faire collaborer certaines femmes au système de domination. Alors aujourd'hui, c'est très très clair dans nos sociétés occidentales, et j'en parlais tout à l'heure, de dire ben voilà, c'est le droit des hommes, et en fait il faut que les femmes elles aient le droit de tout faire comme l'homme dominant, et donc il faut qu'elles deviennent aussi d'une certaine façon, qu'elles essayent d'égaler et qu'elles adaptent, elles soient des, comment dire, elles adoptent en fait cette mentalité. À tel point que très souvent dans les entreprises et dans le monde politique, les femmes qui parviennent, on dit souvent d'elles, elles sont encore pires qu'un homme, mais c'est parce que elles sont dans la caricature en fait de ces attributs qu'on considère comme masculins pour réussir dans un monde qui garde des valeurs masculines. Exactement. Et en fait, le système, ce qu'il cherche à chaque fois, c'est que vous pouvez pas opprimer une société, ou vous pouvez pas opprimer un groupe social sans avoir une partie de ce groupe social qui collabore avec le système. Et tout ça, ça se fait par la tromperie, ça se fait par un système de faire croire que il va partager ce pouvoir, alors qu'en fait, ce partage de pouvoir, il vise à plus d'oppression sur les groupes sociaux. Et la pensée d'Öcalan sur ce point-là, elle est fondamentale aussi, c'est de dire en fait la liberté radicale, eh bien il faut que ça passe par aucune forme de domination ou de reproduction, ou de ne jamais vouloir devenir ou imiter celui qui nous domine, et au contraire de développer des formes d'organisation sociale qui puissent rompre et faire de pouvoir faire face aussi à toutes ces formes de violence et d'atrocité qui existent et qui émergent. Alors on va finir avec une dernière citation qui commence d'ailleurs par « J'aimerais finir » en signalant que la lutte pour la libération des femmes doit être menée à travers l'établissement de leur propre parti politique, l'avènement d'un mouvement de femmes populaires, la construction de leur propre organisation non gouvernementale et structure de politique démocratique. Tout ceci doit être géré ensemble et de manière simultanée. Mieux, les femmes parviendront à s'arracher à l'emprise de la domination masculine et de la société, mieux elles pourront agir et vivre en accord avec leur initiative d'indépendance. Plus les femmes se renforcent,
plus elles retrouvent leur identité et leur personnalité libre. Par conséquent, soutenir la volonté, la connaissance et le mouvement de libération des femmes est la meilleure marque de camaraderie et la plus grande valeur d'humanité. Dans toutes les révolutions, dans tous les soulèvements populaires, dans toutes les luttes sociales, si on pose notre attention, on verra que les femmes sont toujours en première ligne. Simplement que souvent, elles sont pas visibilisées dans ce sens-là, ou elles sont pas organisées de cette manière, ce qui fait que des fois le retour de bâton est très difficile à pouvoir pallier. Et ça, c'est quelque chose que Abdullah Öcalan a compris très très tôt. Et donc, pour empêcher une forme de contre-révolution, il a tout de suite mis l'accent avec les militantes du Parti des travailleurs du Kurdistan, avec les mères, les jeunes femmes aussi de l'ensemble de la société, d'essayer de construire ces structures autonomes dans toutes les sphères de la vie. Donc ça a commencé par l'autodéfense armée, mais ça s'est prolongé dans tout ce qui est en termes d'éducation, d'organisation de la justice, d'organisation politique, donc les partis, d'organisation aussi notamment de la santé, etc. Et de la science, la gynéologie c'est aussi ça, hein, c'est l'autonomie des femmes en termes de connaissances et de transmission de la connaissance et de développement de la connaissance. Et donc de comprendre que à partir du moment où on va pouvoir organiser les femmes dans toutes les structures, eh bien, elles vont pouvoir faire face à toute forme en fait de volonté de les remettre à un second plan, de les remettre à un rôle traditionnel, ou au contraire d'invisibiliser justement le travail qu'elles font. Et non seulement, pas simplement pour encore une fois que les femmes puissent récupérer des sphères dans lesquelles elles ont été exclues historiquement, mais aussi pour le faire différemment. Et ça, c'est très très important. C'est-à-dire, l'idée de créer un parti des femmes, c'est pas du tout de recréer la même chose qu'un parti qui en fait est influencé par la mentalité historique et sociale de l'homme dominant, ou en tout cas de l'inégalité entre les hommes et les femmes, ou simplement d'un espace qui était dominé par les hommes socialement, mais de pouvoir penser différemment en ce qui concerne par exemple un parti, penser différemment la politique. Et de pouvoir avoir une influence sur la politique en général de la société, mais c'est vrai aussi en ce qui concerne tous les domaines en fait qui sont importants, fondamentaux dans la vie sociale que l'on mène. Eh bien, il ne me reste plus qu'à te remercier puisque nous sommes arrivés au terme de ces citations que j'avais choisi de sélectionner. Mais nous aurons le plaisir de te retrouver pour un autre épisode concernant la gynéologie très prochainement. Donc, je rappelle ton nom, Sarah Marcha du Centre de gynéologie. Donc, en attendant la sortie de cet épisode dédié, on peut déjà trouver des informations sur la gynéologie. Notamment, vous avez un site internet au niveau du centre qui se trouve en Belgique, mais il y en a d'autres dans d'autres parties du monde. Donc voilà, vous pouvez faire des recherches approfondies sur internet pour trouver des informations. Et on rappelle également le titre de l'ouvrage d'Abdullah Öcalan dont sont extraites l'intégralité de ses citations: Libérer la vie, la révolution de la femme. Merci. Merci. Lutte kurde, ici et ailleurs, le podcast.